Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Doan Tran. Salut Doan. Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous. Alors Doan, tu es vétérinaire bien sûr, sorti d'Alfort en 1998. Tu fais partie avec ton frère et ta sœur d'une première génération d'immigrés vietnamiens arrivés en France en 1954. Tu travailles aujourd'hui en tant que vétérinaire généraliste en Val-de-Marne et il y a 2 ans déjà, un peu plus même, je pense, tu as lancé... 2 ans et demi. 2 ans et demi, bah voilà, le temps passe. Tu as lancé SPQVA, donc soyons plus que Veto ASV, pour ceux qui ne connaissent pas, bien que je doute qu'il y en ait beaucoup aujourd'hui, sur Facebook. Alors, tu pensais distraire quelques centaines d'abonnés seulement, et aujourd'hui, ta page dépasse les 8000 abonnés et permet de nombreux échanges sur nos passions extra-professionnelles. Et pour cela, déjà, je te remercie. Bienvenue. Merci beaucoup, Sophie. Merci de me faire l'honneur d'enregistrer ce podcast. Nous ferons peut-être référence de temps en temps, toi ou moi, sur le fait que nous avons déjà enregistré ensemble, mais il y a eu un petit problème technique, donc qui fait que j'ai la chance de refaire une deuxième fois, donc merci beaucoup. Oui, juste petite précision, effectivement, je me définis presque plutôt comme la 3e génération de arrivés en France, parce qu'effectivement, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés en 54, avec mes parents qui étaient vraiment tout jeunes et qui parlaient déjà français, donc le français est leur langue maternelle. Donc je dirais, pour moi, je me définis comme la 3e génération d'immigrés vietnamiens effectivement en France. Voilà. Ok, top. Merci pour cette précision. Et ravi également de réenregistrer avec toi. Alors, Doan, tu te décris aussi comme amoureux, comme fier papa, comme chanteur et passionné de rencontres aussi. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, tu as fait le fameux test qui permet de te définir comme neuroatypique, autrement dit haut potentiel intellectuel. Alors, catégorie dans laquelle se retrouvent de nombreux vétérinaires et ASV aujourd'hui sans forcément le savoir. Et c'est le sujet principal sur lequel on va s'épandre aujourd'hui parce que il s'agit d'une caractéristique qui, selon moi et selon toi, je pense, s'apprivoise et se cultive plutôt comme une force qu'un fardeau. Donc je te passe la main à présent. J'aimerais bien, si tu veux te présenter, que tu nous racontes ton histoire d'abord, celle qui débute avant même que tu décides de devenir vétérinaire. Eh bien, écoute, donc mon histoire commence en 1974. Le 6 octobre pour être précis, n'hésitez pas à m'envoyer plein de cadeaux ce jour-là, je serais absolument ravi de les recevoir. En 1974, donc oui, 30 ans après donc l'arrivée de mes grands-parents sur le sol français, donc du fait de la guerre au Vietnam en fait, donc la guerre d'Indochine et l'indépendance du Vietnam qui a été proclamée, le départ des Français, donc mes grands-parents effectivement sont partis et mes parents donc sont arrivés en France relativement jeunes, à 7 ans et à 10 ans respectivement. Et c'est vrai que c'est aussi c'est la grande histoire rencontre la petite, puisque c'est ma mère étant originaire de Hanoï au nord et mon père étant originaire de Saigon au sud. Il y a 1800 kilomètres entre les deux, donc c'est vraiment très très long comme pays, le Vietnam. Ils ne se seraient jamais rencontrés s'il n'y avait pas eu la guerre d'Indochine. Et l'exil a fait qu'ils ont pu se rencontrer, et donc que mon frère, ma sœur et moi-même avons pu avoir l'honneur d'être avec vous en ce moment. Donc c'est bien sûr les hasards de la vie.
maintenant, je pense que cette notion d'exil a marqué vraiment infiniment mes parents, c'est certain, mais nous a marqué nous aussi beaucoup, puisque c'est vrai qu'ils avaient une position sociale très élevée au Vietnam, et j'ai été marqué de manière inconsciente, je pense, par le fait de devoir récupérer un statut social qui avait été perdu là-bas. Donc c'est vrai que depuis tout petit, en fait, les besoins naturels, c'était manger, boire et réussir à l'école. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui a été transmis, je dirais, de manière relativement consciente, me semble-t-il, mais en tout cas, ça a été transmis aux 3 enfants. Nous avons tous fait d'assez grandes études, mon frère étant aussi vétérinaire. Je le salue bien bas puisque c'est mon modèle, donc s'il m'écoute. Ma sœur ayant fait, après l'école normale supérieure, Ulm à Paris, je pense que c'est une des écoles les plus difficiles. D'ailleurs, mes parents ont une petite déception quand j'ai passé moi le concours veto. Alors déjà, je l'ai raté la première année, ça a été vraiment une source d'étonnement absolu. J'ai senti une grande incrédulité chez mes parents parce qu'ils ne comprenaient pas l'échec possible. Et une fois que je l'ai eu, grosse déception de ma mère parce que je n'étais pas j'ai pas été major, mais j'étais 46e au concours. Donc c'est vrai qu'il y a eu une déception assez intense sur le fait que il y avait déjà un veto, j'ai pas mis beaucoup la barre plus haute, et donc 3e veto de la famille. Sachant que l'aspect vétérinaire est venu vraiment très tôt dans mon parcours, et cette notion d'envie, le mot est en train de m'échapper, mais il va me revenir, du fait d'avoir envie de faire ce métier est venu vraiment depuis tout petit. La vocation, voilà. La vocation est venue vraiment depuis tout petit, je dirais vers 5-6 ans. Je me souviens avoir voulu être ingénieur au départ parce que le terme d'ingénieur, ça claquait, donc c'était cool. On pouvait dire je suis ingénieur, et donc déjà j'avais un petit peu le sens du bling bling et de l'épate déjà très jeune. Donc le terme d'ingénieur me paraissait bien. Après, j'ai voulu être plongeur professionnel parce que selon moi, le plongeur professionnel ne devait pas apprendre à lire et à écrire. Donc je trouvais ça très pratique d'aller plonger sous l'eau pour ne pas avoir à lire et à écrire. Et après, très vite, ça a été veto, avant même que mon frère se dirige vers veto, parce qu'il s'y dirigeait. Il a 7 ans de plus que moi, hein, donc il est assez âgé. Pardon. Il est plus âgé que moi. Nous effacerons ça au montage. Donc, il est plus âgé que moi, mais en tout cas, les 7 ans de plus fait que ça aurait pu être, mon frère qui me donne l'envie, mais je pense vraiment avoir eu l'envie avant que lui-même découvre le métier de veto sur le tard, je pense. Moi, effectivement, ça a été une envie précoce, et après, ça a été de dire, voilà, j'ai envie d'être veto, donc je fais tout pour le devenir. Et par l'échec en première année de prépa, tout s'est bien passé. Les années d'école, plutôt bonne ambiance, sympa, etc. Mais cet aspect, j'y reviendrai sans doute assez longuement, cet aspect décalé, me sentir décalé. Alors surtout à l'adolescence et la vingtaine. Je dirais la vingtaine a été vraiment une période compliquée, difficile, où je me suis défini comme amoureux. Alors je tombais amoureux relativement souvent, mais malheureusement, c'est ça qui m'énerve dans les chansons, dans les bouquins, c'est quand on dit je suis tombé amoureux et puis après l'histoire se termine bien. Sauf que, ça sous-entend que c'est de l'amour réciproque. Moi, j'ai connu de l'amour non réciproque. Effectivement, tomber amoureux, mais tomber en l'occurrence sur un os, d'avoir la jeune femme en face, puisque je suis hétéro, moi, d'avoir la jeune femme en face qui n'est pas du tout sensible à mes charmes. J'ai même tenté la séduction via la chanson, ça a été un flop énorme. Et c'est vrai que la vingtaine a été l'occasion de ramasser beaucoup de râteaux, ce qui me permet d'avoir une très jolie collection de râteaux dignes de Leroy Merlin dans ma collection. Mais globalement, une vingtaine, compliquée, difficile à gérer. Ce que maintenant, avec le recul, voilà, cette notion d'hypersensibilité, de cerveau qui marche pas comme les autres, de volonté de s'individualiser tout en voulant faire partie d'un groupe. C'est un peu le paradoxe de ma vie, ça, à la fois de se sentir différent et en même temps de pas se différencier trop pour être comme les autres et pas être rejeté. Donc j'ai un souvenir mitigé de mes 20 ans, en tout cas. Puis après, construction à la fois familiale
et construction professionnelle qui s'est plutôt bien passée, jusqu'à 41-42 où grosse crise de la quarantaine, qui m'a amené à me poser beaucoup de questions et à aller voir pour la première fois un psychologue un petit peu en urgence parce que j'en ressentais le besoin, qui m'a écouté, qui a été très bienveillant et ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai appris à ce moment-là ce que j'appelle à voler, c'est-à-dire que j'ai des moments maintenant de vol, cette impression d'être dans les nuages et de voler au-dessus des emmerdes et de me sentir vraiment bien. Ça, c'est hyper agréable. Ça veut dire que ce vol n'est pas stationnaire et qu'effectivement, malheureusement, de temps en temps, on retombe un petit peu dans la boue et on s'écrase un petit peu, même si le chemin pour moi continue à être assez linéaire et je ne pense jamais faire de retour en arrière. Mais en tout cas, c'est vrai que ce vol est parfois compliqué. Et là, ce vol m'a emmené, je me suis un petit peu écrasé ces derniers temps, alors que tous les indicateurs sont au vert, hein, tout va bien. Mais justement, des grandes questions existentielles et une sensation de non-alignement. Là. Ces derniers temps, je ne me sentais pas aligné avec moi-même. C'est la notion même d'être à côté de ses pompes, hein, qui a fait que j'ai réussi il y a quelques jours à me tromper de restaurant, à faire une réservation dans un restaurant et de rentrer dans un mauvais restaurant. Je me suis trompé. À ma décharge, c'était des Asiatiques et comme tous se ressemblent, c'était plus facile effectivement de se tromper parce que je suis rentré dans un Asiatique en pensant que ça en était un autre. Restaurant, je précise. Et cette notion d'alignement m'a amené à vouloir justement de faire ce test de QI assez rapidement pour essayer d'être légitime par rapport à ce que je vivais, à ce que j'essaie de transmettre aussi sur les réseaux ou ailleurs un petit peu au jour le jour, ces aspects de sensibilité, de potentiel, puisque maintenant je peux en parler. Et donc le test, je l'ai fait ce matin, effectivement, et le résultat m'a montré que j'étais au potentiel intellectuel avec trouble de l'attention, ce que je suspectais, mais ça me permet de mettre les mots dessus. Donc là, il me reste toute une deuxième partie de vie à explorer avec une meilleure connaissance de moi-même. Et j'en suis ravi et je ressens une grosse libération, un gros soulagement de comme si un poids m'avait été enlevé là, depuis tout à l'heure. Donc, je suis d'autant plus heureux d'en discuter à chaud avec toi. Et je suis ravie que tu sois volontaire et que tu aies envie d'en discuter avec moi et puis avec notre public évidemment, parce qu'on n'est pas juste tous les deux. Dis-moi, parce qu'aujourd'hui c'est des mots qui sont pas mal connus, peut-être pas autant en veto qu'au niveau du grand public, mais on entend beaucoup parler d'hypersensibilité, de HPI. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de cette démarche finalement, ou l'aboutissement de cette démarche d'aller faire le test? Ça a été quoi pour toi les premiers, parce que tu parles de décalage en adolescence et dans tes 20 ans, mais est-ce que déjà à ce moment-là tu disais que ce décalage, il y avait une raison derrière? Non, je comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je comprenais pas d'être pas. Alors j'ai jamais été rejeté, hein, parce que moi j'ai quand même des capacités d'adaptation, je pense, assez bonnes. Et à l'école ça se passait plutôt bien. Hein, les retours que j'en ai. D'ailleurs, j'ai discuté récemment avec la femme d'un camarade de promo et qui me disait que j'étais très reconnu et très apprécié dans la promo, ce qui m'a donné envie de m'asseoir par terre parce que je ne pensais absolument pas que c'était le cas. Donc j'avais une sensation de décalage en tout cas vis-à-vis de tous les fêtards, etc. Mais je ne comprenais pas pourquoi. Je savais que je ne voulais pas rentrer dans cette espèce de norme de boire beaucoup. Bon, je ne supporte pas l'alcool. C'est plus facile pour moi, mais de boire beaucoup, de faire la fête de manière exagérée, etc. Tout en ne voulant pas non plus être le polar de base qui va à tous les cours. Donc voilà, il y avait cette notion de se sentir différent, mais de pas savoir réellement. Donc, le déclic pour répondre à ta question, et il faudra que je te rappelle que tu me recadres assez souvent puisque je tous les sens. Donc n'hésite pas à utiliser un grand bâton violent pour me taper sur la tête, ça me fait du bien de temps en temps. C'est mon fils, c'est par mon fils qu'on a diagnostiqué à l'âge de 7 ans parce que vraiment voilà, il avait un petit peu de difficulté relationnelle avec nous, hein, particulièrement parce qu'il s'est toujours adapté à l'extérieur, mais avec nous c'était assez compliqué avec ma femme, avec moi, et donc à 7 ans on l'a fait tester et il s'est avéré qu'il était au potentiel. Et le voir évoluer, donc là il a 16 ans, hein, ça fait 9 ans, et le voir évoluer m'a ramené à ce que
j'ai vécu, je me reconnais pas dans lui, le fait c'est un glandeur professionnel, hein, donc c'est vrai qu'il a tendance à faire vraiment le minimum syndical pour réussir et il réussit bien. Là. Il vient d'avoir des très bonnes notes au bac français en n'en foutant pas une rame, alors que sa sœur jumelle a travaillé beaucoup et elle a eu les mêmes notes que lui, donc c'est un petit peu injuste. Mais c'est tout à fait ma manière de faire, d'aller vers la facilité. En tout cas, c'est un petit peu embêtant à dire et un peu culpabilisant, mais c'est vrai que mon cerveau va toujours chercher la facilité. Donc c'est vraiment mon fils. Et le fait de commencer à en parler pas mal, j'ai fait aussi une réunion, une table ronde pour Veto Entraide, un petit Zoom récemment. Et à un moment, c'est juste de dire, je pense que je le suis. Enfin, je pense que il y a une question de légitimité, parce que dans ma vie en général, il y a toujours cet aspect. Est-ce que, bah oui, de toute façon, toujours le syndrome de l'imposteur qui est vraiment très très fortement présent. Et là, pour moi, le fait de parler d'atypie, le fait de parler je pense que je suis au potentiel, etc., m'a posé le problème ces dernières semaines. Hein, c'était récent, de dire, mais est-ce que je suis pas en train de dire n'importe quoi? Est-ce que je suis pas un gars complètement normal qui se pense au potentiel et qui se la pète, quoi? Donc j'ai besoin de légitimité. Et ça, voilà, la recherche de légitimité, alors ce sera une quête absolue, éternelle et à laquelle je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas au bout. Hein. Je me sentirai jamais entièrement légitime, mais par contre, avoir des indices, des choses qui me disent oui, finalement, tu as le droit d'être là, à cet endroit-là, et de te sentir bien. Ben là, quand je vais parler de neuroatypie et de haut potentiel, le fait d'avoir un chiffre, en l'occurrence 143, gravé sur une feuille, me rend plus légitime pour le faire. Je dirais pas 100% légitime, mais me rend plus légitime pour le faire. Oui, parce que je pense que une des grandes caractéristiques, c'est justement ne jamais se sentir 100% légitime quand on est HPI. C'est marrant, tu parles de ton fils finalement qui était un peu le lanceur d'alerte. Ça, je pense que c'est assez fréquent que ce sont les enfants finalement qui dévoilent le fait que eux sont HPI et du coup le reflètent, sont un peu le miroir des parents à l'époque et du coup remet en cause le potentiel chez eux. T'as fait tester tes autres enfants ou pas? Alors, mes autres enfants sont des filles, et je pense que les filles et les garçons ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, non, on l'a pas fait. Après, je suis sûr et certain qu'elles le sont, en particulier sa sœur jumelle, qui, là aussi, sur les prises de tête, les réflexions intenses, etc., me semble comme de gouttes d'eau. Mais hier, je lui en ai parlé avant d'aller passer le test, elle m'a dit... je pense que je le suis, mais j'ai tellement peur qu'on me dise que je suis bête. Voilà. Et c'était ma peur là pendant. Enfin, la psychologue, j'ai dû aller la voir avant, parce que avant de passer le test, j'étais trop stressé sinon. Tellement peur. C'est pour ça d'ailleurs le message sera pour tous ceux qui pensent que le test va leur faire du bien. Et encore une fois, moi c'est un peu trop chaud, alors je peux pas vous dire. J'ai juste senti un poids qui était parti là. Effectivement, ça fait 2 heures, ça se goupille comme ça. Je suis très heureux d'en parler à chaud. Je me permettrai en privé de t'en parler. Toute personne qui me contactera dans les semaines à venir ou dans les mois à venir, je serai très très heureux d'en parler aussi pour voir à froid ce que ça donnait, parce qu'il y a une période de digestion après. Mais en tout cas, le message c'est ça, c'est de vous dire oui, bien sûr qu'on a peur d'être un imposteur, oui, bien sûr qu'on a peur qu'on nous dise qu'on est bête et que c'est pas ça. Mais à un moment, moi, en tout cas, je voulais savoir, et en plus je me suis dit au pire, si on me dit que je savais qu'on n'allait pas me dire que j'avais le QI d'une huître calibre 3. Je me permets de préciser le calibre, puisque je sais que je suis devenu, sur les réseaux sociaux, un spécialiste en calibre d'huître suite au passage dans une émission de télévision particulièrement ratée. Bref, donc tout ça pour dire que finalement, je me suis dit, si on me dit que je suis normal, depuis tellement longtemps, je me dis que je suis anormal et que je suis un petit peu en marge, de me sentir en marge et différent, etc. Si on me dit que finalement je suis dans la norme, est-ce que c'est pas une bonne chose non plus d'arrêter d'être hors norme, etc. Donc au global, je me suis dit, finalement, il y aura du positif dans l'un et dans l'autre, même s'il est vrai que ça m'arrange de valider cette hypothèse-là, puisque cette hypothèse de HPI me donne beaucoup de clés quand même je me reconnaissais beaucoup dans plein de fonctionnements et dans plein de choses. Et l'aspect trouble de l'attention en plus, que ce soit aussi diagnostiqué noir sur blanc,
je vais mettre en place un programme d'essayer d'améliorer ça. 2, ça m'explique énormément d'oubli de ma part au quotidien, d'avoir des difficultés à boucler un certain nombre de choses, de lancer plein de projets, de pas aller au bout de tous, loin de là. Voilà, donc plein de choses qui vont jouer aussi sur la culpabilité, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, arriver à se définir, à mieux se connaître, à mettre des termes, encore une fois, c'est peut-être pas les bons termes, mais en tout cas, ça donne des pistes et ça permet d'aller vers ce que je préconise, qui est beaucoup plus difficile à appliquer pour soi-même beaucoup plus difficile à dire qu'à faire, en tout cas, l'acceptation totale de soi, quoi. L'acceptation de soi et le fait de bien vivre avec soi-même, d'être aussi bienveillant et bienveillant avec soi qu'avec les autres. Ça, c'est le chemin sur lequel je dois être. Et bizarrement, je me rends compte que mon chemin, c'est d'accepter tout le positif, le négatif. Mon négatif, je le connais par cœur. La part d'ombre, je la connais par cœur. Le côté obscur, je le connais par cœur. Il faut que j'accepte le côté clair et voilà. Le paradoxe en ce moment aussi, c'est d'avoir, grâce à SPQVA, on y reviendra, et d'autres choses, beaucoup d'investissements aussi à côté, énormément de retours positifs vers moi, mais ces retours positifs, j'ai beaucoup de mal à les prendre. En fait, le paradoxe total, c'est d'avoir recherché ça toute ma vie et de dire maintenant que ça arrive, c'est de dire mais je le mérite pas. En fait, c'est de dire mais vous adressez à moi, mais c'est pas moi en fait, c'est une autre personne. C'est pas logique, c'est pas logique. Vous dites tant de bien que ça peut pas être moi. Et très bizarrement, je me suis aperçu de ça. Mon chemin va devoir être d'accepter ça, alors sans devenir un gros con prétentieux, parce que évidemment c'est la peur aussi. Hein. Bon, de toute façon, je me suis aperçu que j'étais peureux de tout. Hein. Je suis un angoissé de tout en fait, donc j'ai peur de tout. Et effectivement, la peur de base, c'est la peur c'est ça. En acceptant en fait ces qualités, c'est de dire je vais devenir un con prétentieux. Probablement pas, mais par contre, voilà, c'est bien encore une fois de connaître ses côtés sombres. Il est peut-être pas mal d'accepter ses côtés positifs. Et encore une fois, le test, c'est, je l'espère, un grand pas vers ce chemin-là. Et est-ce que tu peux décrire justement un peu les caractéristiques qui te définissent? Parce que je pense que c'est vraiment important, parce qu'on a tendance à mettre dans la case douance, hypersensible, HPI, le côté hyper intellectuel, et beaucoup de gens n'iront même pas jusqu'au test parce qu'ils se diront non, en fait je suis pas surdoué, c'est pas moi. Et donc si tu peux, s'il te plaît, décrire un petit peu tes caractéristiques au-delà de le fait d'être intelligent. Première chose, c'est le cerveau qui fonctionne tout le temps, quitte à être absolument épuisant. Donc c'est vrai que ces derniers temps, c'était justement de dire je voudrais le mettre en pause, je voudrais voilà. C'est fatigant. Mais je pense que la première caractéristique, c'est ça. C'est vraiment un cerveau qui a énormément de mal à se poser, qui va réfléchir à plein de choses. Et donc, pour mon cas en tout cas, ça me donne la difficulté d'être dans le moment présent. En fait, j'ai du mal à être dans le moment présent, sauf dans l'exceptionnel. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est exceptionnel, donc je pense que mon cerveau n'a pas de problème pour être présent. Mais sinon, la plupart du temps, il va réfléchir et il va se projeter pour potentiellement s'abstraire souvent en particulier tout ce qui est un petit peu routinier, qui pour moi est peu ou pas intéressant. Donc le cerveau va se projeter en fait sur l'avant, et donc très souvent des projections dans le futur. Donc ce qui fait que je me définis vraiment comme étant à plusieurs endroits en même temps. Donc je suis un voyageur dans le temps, souvent dans le futur d'ailleurs, et assez peu dans le passé. Et donc ça m'amène à être à plusieurs endroits en même temps, ce qui est difficile parce que le présent, surtout pour les gens qui me côtoient, parce que parfois j'ai l'impression de l'impression de pas être là, ce qui est pas totalement faux, ou de pas écouter, ce qui est plus ou moins faux parce que je suis vraiment capable de retranscrire quand même tout ce qui m'est dit assez fidèlement, même si j'ai une partie de moi qui n'est pas là. Mais voilà, donc les caractéristiques, c'est le cerveau qui marche tout le temps, qui se pose plein de questions, qui va analyser tout le temps, en particulier qui va s'auto-analyser. Donc il y a une espèce aussi de fonctionnement fatigant, de tourner un peu autour de son nombril, c'est-à-dire qu'à un moment c'est vraiment fatigant
et on se demande si on n'est pas égocentrique aussi, de dire mais pourquoi est-ce que je me pose tant de questions sur moi-même, et voilà. Donc il y a vraiment cette notion-là d'auto-analyse qui nous amène aussi à mal analyser les choses. Donc c'est pour ça que pour moi des aides extérieures sont absolument nécessaires, parce que l'auto-analyse elle est pleine de biais. Ça c'est aussi un petit message à nos auditeurs, c'est que je pense qu'il faut vraiment avoir d'autres personnes, mais notre cerveau est quand même un tout petit peu prétentieux là-dessus, c'est qu'il pense qu'il peut tout analyser et qu'il le fait bien. Or, l'auto-analyse, encore une fois, pour moi, est un piège. L'autre chose, c'est les émotions. C'est l'aspect d'être effectivement, ouvert à plein d'émotions. Enfin, recevoir plein d'émotions, mais justement ne pas savoir obligatoirement les accepter, les faire venir en soi, parce que le cerveau sert de filtre en fait, et on se définit par l'aspect cerveau justement qui est prédominant par rapport aux autres sens et à tout. Donc en fait les émotions doivent passer par le filtre du cerveau absolument, ce qui pour moi là aussi est une erreur, c'est de les accepter sans les intellectualiser. Et de mon côté en tout cas, l'empathie, c'est vrai que le fait d'être en contact avec très rapidement, de pouvoir entrer en empathie avec les gens qui sont en face de moi, quitte à ce que ce soit parfois en cas de grandes souffrances difficiles, parfois douloureux, et parfois ça m'amène à des réflexes de retrait parce que c'est trop compliqué pour moi. Donc, je sais que par exemple sur le groupe Veto Entraide, j'ai pris beaucoup de temps à y aller sur le groupe Facebook. J'ai beaucoup de mal à répondre parce que j'ai peur de me tromper dans ce que je vais dire par rapport aux gens en face de moi, mais par contre je suis très souvent en totale empathie avec ce qui m'est dit, mais cette sensation parfois de ne pas avoir les réponses à tout cela, donc vraiment un cerveau qui fonctionne tout le temps, empathie c'est très loin, émotions fortes souvent jugulées par le cerveau, repoussées mais qui reviennent par d'autres moyens, projection vers le futur et angoisse très nombreuses du fait justement d'un cerveau qui fonctionne tout le temps, qui fait toutes les hypothèses tout le temps, et qui envisage le pire assez souvent pour essayer de trouver une parade. On va dire tiens, s'il y a le pire qui arrive là, comment je fais pour essayer d'affronter le pire. Mais le problème c'est qu'en pensant au pire, on se projette dedans, donc c'est assez douloureux. Bon, ça donne si certaines personnes peuvent se retrouver dedans, et encore une fois ça leur ouvre certaines portes, j'en serais ravi. Oui, donc on est loin de la définition que certains donneraient à quelqu'un de surdoué de je suis super intelligent, je comprends tout le temps. Ouais, en tout cas je me définirais pas du tout comme ça, mais ouais, avec une capacité effectivement à comprendre les choses relativement vite, mais en tout cas pas de notion. En plus j'ai jamais eu cette notion-là de dire que j'étais plus intelligent que les autres. Mais par contre de ressenti, de ressenti, ouais, de dire voilà, le terme intuition est très fort aussi de mon côté. D'accord. L'intuitif est très fort, et avoir cette notion d'intuition qui d'ailleurs est un frein très souvent dans le diagnostic clinique. Le diagnostic clinique me fait partir souvent vers de l'intuitif, et c'est vrai que le défaut c'est parfois de dire tiens je suis sûr que c'est un biomètre, et puis finalement d'essayer de faire rentrer, donc mon cerveau est capable de faire rentrer comme dans les jeux pour bébés là, des carrés dans des ronds, et des ronds dans des triangles, parce que en fait j'ai une hypothèse de base intuitive, et très souvent je voudrais que les choses que les choses aillent dans cette intuition. Donc j'ai du mal en fait à partir, donc ça part très vite sur une idée, et après j'ai du mal. Tout à l'heure aussi pendant le test, il y a eu un exercice de calcul mental sur j'ai pas compris l'énoncé, j'ai pas compris la consigne, et je suis resté sur mon truc intuitif de départ. Impossible de me décrocher de ça. Visiblement c'était un calcul qui était simple, mais j'ai pas réussi ça. J'aurais eu sans doute une note bien meilleure que celle que j'ai eue au final. Mais en tout cas, j'ai loupé dans les grandes longueurs parce que mon cerveau est resté bloqué sur un truc qui était je comprends ça, et après j'ai du mal à voilà, c'est pour ça super intelligent oui, mais non, enfin moi j'aime pas, bref,
j'aime pas la définition. Enfin, tu vois, tout de suite, ça me met prétentieux avec le truc qui clignote. Etc. Donc, une certaine forme d'intelligence, oui, mais la souplesse, en tout cas, il n'y a pas une souplesse extraordinaire. C'est-à-dire, très souvent, c'est justement, j'ai l'impression quand même mon cerveau, c'est peut-être le mien, hein, mais il est un petit peu, voilà, il fonctionne vite, plutôt bien, mais il est un peu dans un carcan, quoi. Enfin, je le vois un peu dans un carcan où il s'enferme un petit peu, alors que et il n'explore pas tout obligatoirement. Quand il est parti sur une idée, en tout cas, il est parti sur une idée. Ça c'est pas évident de l'en faire changer. Mais oui, bien loin de le gars sûr de lui, même si c'est l'image évidemment que je peux projeter, et c'est pas ce que je veux projeter parce que c'est évidemment pas la réalité. C'est plutôt beaucoup de doutes, de remise en question, peu de certitude. Et justement, comme le cerveau fonctionne tout le temps, c'est de dire mais oui, mais si et si ça, sachant que là depuis tout à l'heure je me dis oui, est-ce que finalement le test est fiable, est-ce que la psychologue qui m'a fait passer le test est fiable, est-ce que voilà, donc il y a toute cette notion, est-ce qu'elle s'est pas trompée en tapant les trucs, voilà, donc ça va toujours être ça, toujours avec une réalité qui finalement, comme elle est toujours remise en question, est toujours de dire ouais, ben finalement, est-ce que là je suis dans mon jardin, est-ce que l'oiseau que je vois en face de moi est réellement un oiseau, est-ce qu'on n'est pas dans une matrice qui nous donne l'impression que la réalité est telle qu'elle est, mais en fait c'est différent. Voilà, avec cette notion-là d'absence aussi de certitude, parce que tout est remis en question quasiment à chaque instant. Donc c'est un petit peu fatigant pour soi et pour les autres autour, parce que moi c'est vrai que je demande aussi beaucoup aux gens autour de moi, en particulier à ma femme, avec toujours des preuves d'amour, quoi, toujours demander des preuves d'amour, parce que pour moi il n'y a pas de certitude, il y a pas de, je peux pas être sûr, et je remets en question quasiment tous les jours, voire toutes les minutes, voire toutes les secondes. Fatigant. Est-ce que, alors c'est une question peut-être un peu personnelle, mais à quel point ça influe aussi sur ton humeur, ton moral? Mon moral est relativement stable, si ce n'est ces derniers temps où effectivement je le trouvais vachement fluctuant, mais je te dis, je l'explique par les questionnements que j'essaye d'exprimer actuellement. C'est vraiment en tout cas moral stable pendant des années, et là effectivement avec des hauts, avec des bas, parce que j'avais besoin d'alignement. J'avais besoin d'alignement. Encore une fois, je sais pas si ça parle, et c'est vrai que la psychologue ça lui a parlé tout de suite, et c'était vachement rassurant. Voilà, le fait vraiment de pas être aligné, le fait d'être à côté de ses pompes, c'est vraiment quelque chose qui m'a défini ces derniers temps, donc qui donnait des variations de l'humeur. Avec la question, est-ce que c'est un burn-out, est-ce que c'est une dépression, est-ce que c'est une déprime, est-ce que c'est voilà, difficile à dire. Ce qui était rassurant, c'est que j'avais déjà vécu ce genre d'événement il y a 6-7 ans, avec je me souviens effectivement une journée vraiment où je n'arrivais pas à sortir du lit, j'étais en position un petit peu fétale dans mon lit, recroquevillé, impossible de sortir du lit, et je me suis dit mes enfants peuvent pas me voir comme ça, donc je me suis levé, j'ai bougé, je sais pas combien de temps ça a réellement duré, mais je sais que bon, pas si longtemps que ça. Là ces derniers temps, encore une fois, période de flou, mais voilà, avec ce qui m'a gêné beaucoup ces derniers temps, c'est ce que j'appelle les pensées interdites. Voilà, je me permets d'en parler en plus en public, ça permet de les désamorcer. Par exemple, j'étais en Suède, là, il y a 2-3 semaines peut-être, il y avait un navire qui s'appelle le Vasa, qui a été sorti de l'eau il y a 400 ans, et donc il y a une relique absolument sublime, mais évidemment on n'a pas le droit du tout de le toucher, il y a des barrières pour empêcher il y a 3 mètres d'écart entre les barrières et le bateau, et c'est vrai que toute la visite, j'ai été parasité par une pensée qui était, si je saute sur le bateau, qu'est-ce qui se passe, donc que je me mets à courir sur le pont, voilà. Des pensées parasites comme ça, qui sont un peu de l'autoprovocation, qui prouvent, je pense, ce sont des angoisses, ce sont des choses comme ça qui remontent. Et plus en fait c'est interdit de penser, plus ça encombre la tête, parce que comme c'est interdit, il y a cette notion d'interdit qui est forte, et vers laquelle on se dit j'ai pas le droit de penser ça, donc évidemment le cerveau va aller là-dessus. Bon, tout un tas de choses comme ça qui fait que ouais, je suis où j'étais, j'espère pouvoir parler à l'imparfait, dans une période un petit peu spéciale de
de questionnements un petit peu bizarres, existentiels. Mais sur l'humeur en elle-même, voilà, elle reste relativement stable. Et en allant en plus sur ce que j'aime faire, c'est me projeter vers l'avant sur des voyages, par exemple, ou aller faire une petite chanson détournée à la con pour le groupe SPQVA, c'est quelque chose qui me permet aussi de me recentrer, de me recadrer, et de me réaligner justement. Et là aussi, la réponse, je l'espère, à mes questionnements aussi, suis-je HPI ou pas, la réponse est oui. J'espère que c'est quelque chose qui va permettre de me réaligner aussi au niveau de l'humeur. Je suis parti un peu loin encore. Non, pas du tout, t'inquiète pas. En tout cas, moi, j'arrive à te suivre. On verra si les auditeurs diront la même chose. Non, mais je trouve que c'est vraiment très important d'aller dans le détail sur ce sujet. Je pense que c'est important aussi de rappeler que, là, on parle de tes caractéristiques à toi, et bien sûr, il y en a qui sont plutôt générales et qui affectent, on va dire, ou qui concernent beaucoup de HP, mais il faut pas oublier aussi qu'on est des individus et que il y a des déclinaisons, il y a des milliers de déclinaisons d'HP aussi. Et il y a visiblement des HP aussi, plein de HP sans trouble qui justement se posent aussi infiniment moins de questions, vont être beaucoup moins dans des angoisses, etc. et vont être beaucoup plus capables de performance entre guillemets. C'est-à-dire que moi je suis le mot performance pour moi est une souffrance. C'est-à-dire, je ne suis pas du tout dans la performance dans ma vie, quoi. C'est-à-dire, c'est pas ce que je recherche. Donc en tout cas, beaucoup de profils comme tu disais. Maintenant, je pense que 2 indices, comme ce que j'ai fait moi au cours de mon évolution, de voir que tiens, 2 indices qui me disent que oui, je le suis peut-être. Ça donne quand même des repères, surtout s'il y a souffrance, évidemment. Pour toute personne qui nous écoute, qui est super dans ses baskets et qui croque la vie à pleines dents et qui n'a pas de grands questionnements, faut évidemment continuer comme ça. Mais si mon témoignage peut encore une fois aider une seule personne, et peut-être beaucoup plus, à se dire tiens, ouais, c'est peut-être une piste à explorer et éventuellement aider au diagnostic, aider à ce que les gens se sentent mieux, sachant que mon grand credo aussi dans la vie, que ce soit par SPQVA, par tout ce que je peux faire, c'est le message, c'est tu n'es pas tout seul. Je pense que personne n'est seul et tout le monde peut trouver une oreille attentive et qui justement sera compréhensive. Je pense que la notion de miroir, c'est se reconnaître dans quelqu'un est fondamentale dans nos vies d'êtres humains, parce qu'on est des êtres sociaux. On a besoin effectivement de pouvoir se reconnaître dans des gens. Et si je peux servir un petit peu à ça avec mon exposition qui devient j'allais dire malgré moi, mais c'est exactement l'inverse, qui devient parce que je l'ai voulu relativement importante, mais c'est vrai que c'est vraiment le but. Et de dire aussi que en se sentant vraiment moyennement, encore une fois ça date pas d'il y a longtemps, vendredi dernier en poussant la porte de cette psychologue parce que j'avais besoin de la voir avant de passer le test, le fait qu'elle me dise que la majorité des patients qu'elle voit ce sont des gens entre 45 et 50 ans qui viennent passer le test parce qu'ils en ressentent le besoin, parce qu'ils se sentent pas alignés, j'en ai pleuré. Parce que je me sentais seul. Je me sentais dire, mais personne va me comprendre. Elle va me dire, mais qu'est-ce que vous foutez là? D'abord, vous n'êtes pas légitime dans votre demande, vous êtes normal. Deuxième chose, c'est trop tard. Vous êtes 47 ans, c'est trop tard. Et poum, elle me dit, entre 45 et 50, la plupart des HP viennent faire cette démarche-là. C'est hyper rassurant. Tout comme ma crise de la quarantaine, première chose, je m'assois. Le psy me dit, mais ce qui vous arrive, c'est super fréquent, monsieur. Waouh, quoi. C'est super fréquent, c'est génial. Je ne suis pas tout seul. Ça, c'est vraiment un message pour tous les gens qui ont des pensées noires, vous n'êtes pas tout seul. Vous trouverez toujours quelqu'un qui va être en miroir avec vous, qui va comprendre, faut trouver les bonnes portes où frapper. Mais il y a toujours des gens qui seront là pour vous tendre la main et vous dire, je te comprends, je vis la même chose. Et non seulement vous ferez du bien en entendant ça, vous ferez du bien à l'autre personne qui pourra aussi échanger avec vous. Moi, mon but dans la vie maintenant, c'est ça, c'est d'arriver à si possible, échanger, m'enrichir des autres, enrichir les autres si je peux, et si je peux leur amener quelque chose qui soit un déclic,
sachant que je me permets aussi de remercier en public la Judith Rousseau, qui est à la fois donc modératrice sur le groupe SPQVA et qui m'a coaché pour prendre le rendez-vous, parce que j'ai déjeuné avec elle il y a 2 semaines, j'étais moyennement en forme. Elle m'a dit tu vas passer ce test. Elle a pris on a pris mon portable, on a cherché où est-ce que ça pouvait se faire, et pendant une journée, elle m'a préparé le mail, parce qu'elle m'a mis le nom du test que je ne connaissais pas dessus. J'ai fait un copier-coller, parce que moi j'avais pas trop le courage à ce moment de le faire, et elle m'a envoyé 3 SMS ou 4 SMS pour me dire est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait, est-ce que tu l'as fait. Le soir, de guerre lasse, poussé dans mes retranchements, je l'ai fait. J'ai eu la réponse le surlendemain. J'ai pris rendez-vous assez rapidement, et je pense que c'est en train de changer ma vie. Donc là, le repas avec Judith a sans doute changé ma vie, et elle a sans doute changé ma vie. Donc, je veux le remercier publiquement, et si moi je peux servir à ça pour d'autres personnes, faire une chaîne un petit peu de solidarité, d'entraide, que ce soit dans le monde veto ou ailleurs, mais c'est pour moi le but de la vie, quoi, réussir ce genre de choses. Et voilà, Judith, elle a peut-être sauvé, bon, j'étais peut-être pas dans un truc où il fallait me sauver, mais en tout cas aider fortement, c'est certain, et si on peut s'entraider et s'aider les uns les autres, c'est pour moi primordial, et en tout cas dans le sens que prend ma vie, le plus important à mes yeux actuellement. C'est le décalage, tu penses, qui nous pousse à ce besoin finalement de trouver un endroit où on peut rentrer dans une case? Ouais, oui, parce qu'à un moment, à force d'être dans aucune case, c'est trop douloureux. De se dire justement je suis unique, exceptionnel, et rien ni personne ne peut me définir. C'est trop difficile. Moi, les bouquins de développement personnel, j'ai beaucoup de mal. J'y arrive pas. Alors là, je suis en train de lire Trop intelligent pour être heureux de Jeanne Siofachin. Déjà, elle n'arrête pas effectivement de dire. Donc, ça s'adresse vraiment au HPI, donc de dire. Comme elle le met noir sur blanc que c'est pour les HPI, moi, tant que j'avais pas la preuve que j'étais HPI, j'avais aussi cette notion de dire, mais je suis en train de le lire, mais finalement, si je le suis pas, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Donc, il y a toujours cette notion-là. La première chose de légitimité. Deuxième chose, c'est vrai que même en décrivant, en fait, comme elle décrit tous les types du HPI, en fait, je me retrouve avec 20 ou 30% des descriptions qui me touchent vraiment. Donc, je 70% des trucs, par exemple, sur l'échec scolaire, ce genre de choses qui m'ont pas parlé, puisque comme j'expliquais au tout début, c'est vrai que j'ai vraiment cette notion d'avoir d'avoir même pas besoin de réfléchir pour réussir à l'école. C'était obligatoire, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est, il y a des règles du jeu, on te dit comment ça fonctionne, ben tu joues au jeu, tu réussis, quoi. C'était vraiment évident. Donc c'est vrai que toute cette notion, il y a un long passage sur l'échec scolaire potentiel que je comprends très bien d'ailleurs, hein, mais c'est vrai que ça me parle pas. Donc globalement, à un moment, voilà. Oui, le fait d'être hors case et de se dire je suis unique, exceptionnel, personne effectivement sans doute peut me comprendre, c'est trop douloureux. Voilà. À un moment, on a besoin de se retrouver en communauté d'1 ou 100 000 ou 3 millions de personnes, j'en sais rien, mais à un moment, cette communauté qui nous dit bienvenue, tu es légitime d'être parmi nous, et tu nous ressembles, c'est vachement rassurant, quoi. C'est fondateur, je pense, de pouvoir appartenir à un groupe et de pouvoir se définir par rapport à lui, quoi. Même si on est encore une fois évidemment exceptionnel, et que aucune personne du groupe va nous ressembler totalement, mais dans les grandes lignes, on peut se raccrocher à cela et se définir par une appartenance à un groupe. Et là, ça me fait du bien, même si encore une fois la communauté veto, la communauté SPQVA, la communauté vietnamienne, même, enfin bref, j'ai plein de communautés dans lesquelles potentiellement je peux me sentir parmi les miens. Mais je vois les communautés vraiment comme des cercles de toute façon imbriqués les uns dans les autres. Et je pense que plus on a de cercles et plus ces cercles se resserrent, plus on est au chaud et à l'aise, quoi. Je mettrais effectivement ça comme un endroit où on va se sentir bien, un refuge. C'est ce que tu cherchais à créer, tu penses, quand tu as créé SPQVA? Un refuge? Sans le vouloir, oui. Ouais, sans le vouloir, oui. Une communauté, en tout cas, c'est certain. Et sans doute de se dire, de chercher. Je suis toujours dans la recherche de lancer des bouteilles et de dire tiens, qui se reconnaît là-dedans.
toujours pour une recherche, je pense, en miroir, de dire finalement, ouais, est-ce que quelqu'un se reconnaît dans ce que je suis en train de faire? Est-ce que je lance un miroir? Est-ce que quand est-ce que tu te vois dedans? Voilà. Et ça c'est je pense que c'est de toute façon une quête que j'ai depuis tout petit, et justement qui était particulièrement difficile, encore une fois, à l'adolescence et vers 20 ans, quoi. Donc c'est vrai que moi le message aussi, je pense pas qu'on aura des écouteurs, des auditeurs, pardon, du podcast âgés entre 18 et 20 ou 22, mais je dirais c'était le pire âge de ma vie à moi, et le message ce serait, tu vas voir, dans 20 ans ce sera super. Alors je sais, ou dans 20 ou 30 ans ce sera super. Je sais que pour quelqu'un de 18 ans, ça va être difficile de dire, écoute, à 48, ça va être génial. Voilà, moi j'ai pas passé 30 ans atroces, hein, mais par contre, la quête de soi, elle prend du temps, et pour se sentir juste, et même encore il y a 2 semaines, je me sentais pas aligné. Donc là, je le sens, je me sens aligné là dans ce que je suis en train de faire, de parler avec toi, avec vous. C'est quelque chose où je me sens légitime à ma place au bon endroit. Et ça, se sentir légitime à ma place au bon endroit, c'est quelque chose, c'est une quête vachement difficile, longue, et avec un cerveau comme le mien, comme le nôtre, à 18 ans, on n'est pas prêt. L'image pour moi, c'est comme avoir une Ferrari, et soit ne pas avoir le permis au début, quand t'es vraiment tout jeune, soit voilà, t'as ton permis, tu viens d'avoir ton permis, on te file une Ferrari et vas-y, débrouille-toi avec, quoi. Ouais, la Ferrari, tu vas l'encastrer sur le premier arbre parce que tu peux pas, c'est trop puissant, en fait. C'est trop puissant. Donc à un moment, il faut apprendre doucement à conduire, sans doute à l'allure d'une 2 chevaux au départ, et après y aller mollo, et après pouvoir accélérer au moment, maîtriser effectivement ça, et savoir oui, que ça peut être dangereux si tu vas trop vite, ça peut être dangereux si tu sais pas prendre tes virages, etc. Mais finalement, quand tu maîtrises bien la voiture et le cerveau, tu peux vraiment faire une force, oui. Mais sachant que là, encore une fois, dans le questionnaire, elle m'a envoyé un questionnaire, la psychologue, elle m'a dit, je crois que la première question c'est, pensez-vous être au potentiel, ou je sais plus pourquoi, bref, un truc comme ça. J'ai quand même défini le haut potentiel avec le premier terme qui m'est venu, c'est pathologie. Hein. J'ai mis pathologie entre guillemets, je me dis, désolé de mettre ce terme-là, mais c'est le premier terme qui vient. Donc, j'ai suivi en fait ma première idée, mais ouais, c'est quelque chose qui est lourd, et qui est à la fois une très grande force, et à la fois un handicap certain sur plein de choses, et bon, je pense que d'en faire qu'une force, c'est pas possible, mais il faut limiter les effets secondaires négatifs, on va dire, de ça. Mais, donc refuge communautaire, sans que ce soit sectaire, mais refuge communautaire, oui. Et j'essaie de revenir à chaque fois à tes questions, parce que je me perds moi-même dans mes circonvolutions, mais oui, c'est sans doute ce que j'ai essayé de créer. Je ne pensais pas qu'on serait effectivement potentiellement aussi nombreux, et je suis excessivement fier que des gens puissent s'y retrouver comme un refuge, justement, à l'intérieur de ce groupe. Est-ce que tu peux décrire, je pense que probablement majoritairement tous nos écouteurs connaissent SPQVA, mais est-ce que tu peux décrire la genèse, justement, comment ça t'est venu, comment ça s'est fait? Donc la genèse, elle s'est faite donc pendant le confinement Covid. Si on nous écoute dans 100 ans, donc sachez qu'il y a eu une pandémie mondiale avec un virus qui s'appelle le coronavirus, qui a été nommé le Covid-19, et qu'effectivement nous avons vécu une période de confinement, c'est-à-dire que nous étions obligés de rester chez nous, sauf les vétérinaires libéraux qui justement pouvaient aller travailler pour gérer les urgences vétérinaires. Donc j'ai continué à travailler, mais j'avais plus de temps. Nous avons aussi connu, excuse-moi, je parle aux générations futures, nous avons aussi connu des couvre-feux. Le couvre-feu, effectivement, à 19h, on devait être à la maison, sinon il fallait des dérogations. Il fallait même des dérogations pour sortir quand on était effectivement avec des papiers pour sortir quand on était confiné. Bref, parenthèse fermée pour les générations futures, on va parler au présent. Donc, et au passé en l'occurrence. Donc donc j'intervenais pas mal sur VDN vétérinaire,
groupe que j'apprécie beaucoup, qui a juste l'inconvénient pour moi d'être parfois assez négatif. Donc c'est vrai que sur VDM, j'ai toujours mis des conneries, des choses assez décalées, genre VDM de porter des crocs, c'est moche, VDM j'ai fait un jeu de mots, c'est tombé à l'eau, parce que je fais beaucoup de jeux de mots, j'ai failli en faire un tout à l'heure, mais je me suis auto-censuré parce qu'il n'était pas bon. Enfin, d'ailleurs, si je m'auto-censure, chaque fois que je fais des mauvais jeux de mots, je vais plus beaucoup ouvrir la bouche, mais c'est ainsi. Bref. Après, on peut toujours mettre des explications hein, dans le dans le synopsis si tu veux. Absolument. Non, c'est parce qu'en fait, c'était pour le refuge. Je voulais dire en fait un Napoléon avec un bon chauffage. Un bon appartement chaud. Non, c'est pas ça. Un Napoléon avec un bras qui manque. Voilà. Un Napoléon avec un bras qui manque. Un bon appartement chaud. C'était absolument hilarant, mais j'ai pas réussi à la placer. Et en plus, a posteriori, ça tombe à plat. C'est pas grave. Bref, revenons à nos moutons. Chers auditeurs, si vous êtes perdus, c'est normal. Vous voyez ce que c'est un cerveau qui parle dans tous les sens. C'est ça. C'est difficile de vivre avec. J'en suis conscient. Donc, mes excuses pour le fait de partir dans tous les sens. Donc VDM, j'ai tout d'un coup, et c'était le confinement avec, justement, je disais que les vétos avaient le droit de travailler, sauf qu'il y avait une polémique sur le fait de savoir si on devait faire des vaccins ou pas. Et si on devait prendre des consultations tout venant, sachant que le but, effectivement, normalement, c'était de prendre que les urgences pour faire en sorte que les gens se déplacent le moins possible. Il y a des confrères qui ont continué à vacciner et j'ai vu sur les réseaux sociaux, en particulier sur VDM et d'autres réseaux, des gens qui commencent à s'insulter avec des termes de collabo, avec des termes de je vais aller te crever les pneus parce qu'en fait il y avait des gens qui refusaient les vaccins, ils étaient pris à côté, enfin voilà. Donc en fait, je me disais on va avoir le Covid et en plus on va avoir une guerre intestine entre nous, ce dont on n'a absolument pas besoin. Donc essayons de faire une ode à la confraternité. Et je fais assez souvent des petites chansons détournées, surtout pour les mariages. Là, je me suis dit, tiens, il y a une chanson qui s'appelle Chanson sur une drôle de vie de Véronique Sanson. Et donc, c'est justement, on a une drôle de vie en ce moment, donc on va faire une petite chanson là-dessus, sachant que j'ai d'abord proposé à ma famille de le faire pour la poster pour la famille. Ils m'ont tous envoyé le boulet gentiment en disant non, on le fera pas et on n'a pas envie, c'est là, c'est ton truc. Donc, je l'ai fait tout seul face à mon portable, donc chanson sur une drôle de vie, qui était une ode à la confraternité. Et c'est vrai que je l'ai posté sur VDM. Il y a eu, je me souviens, entre 700 et 800 likes. Je m'y attendais pas du tout avec mon téléphone qui a un petit peu explosé sur les likes Facebook. Et je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai du temps, donc allons-y, enchaînons et faisons-en d'autres. Sauf que la première était vraiment un petit peu naïve, un petit peu effectivement dans la confraternité, youpi, aimons-nous les uns les autres, tralala, voilà. Et je me suis dit, ça reflète pas réellement quand même les aspects un peu naïfs, c'est pas réellement moi. Donc j'ai fait une deuxième sur Alexandra de Claude François avec une chorégraphie puisque j'aime beaucoup danser n'importe comment, c'est un peu aussi ma spécialité. En rythme, attention, je suis en rythme, comme quand on me dit donc je ne veux que personne ne dise que je danse mal, c'est faux, je suis en rythme, je danse à ma manière, mais je suis en rythme. De la même manière, je ne chante pas mal, je maîtrise pas bien les aigus, mais par contre je ne chante pas faux. Donc, par contre, les gens qui me disent que je chante faux, c'est hyper je suis vexant, sachant que les HPI sont vachement susceptibles aussi. Me dire que je chante faux est une insulte grave envers ma personne et envers tout mon être entier. Donc ne jamais me dire ça, s'il vous plaît. Je bois un petit coup, je te rejoins. Vas-y. Donc j'ai enchaîné ça pendant j'en ai fait une par jour pendant assez longtemps, jusqu'à ce que je me dise pendant une semaine au moins, 10 jours. Et alors j'ai commencé à fatiguer un petit peu parce qu'au bout du 10e jour, j'avais plus trop d'idées. Première chose, et des fans qui commençaient à me demander, surtout des enfants d'ailleurs, qui s'embêtaient pendant le confinement. Et donc j'avais des gens qui me disaient tiens, t'as pas publié aujourd'hui, alors qu'est-ce qui se passe? Mes enfants attendent. Donc il y avait une demande du public. Et en plus, je me suis dit mais si je continue comme ça, à mettre que sur VDM, personne va me suivre. Donc il faut que je crée un petit groupe Facebook où de dire tiens, allons-y, faisons justement décorer des chansons quoi pendant le confinement. Donc le 23 mars, donc il y a exactement 2 ans et 5 mois, le 23 mars 2020, je crée effectivement depuis mon bureau au cabinet vétérinaire dans lequel je travaillais au centre-ville du Plessis-Trévise, le petit groupe où je poste mes vidéos et je cherche un nom
évidemment rigolo puisque c'est une de mes passions dans la vie, c'est les jeux de mots. Donc je trouve coralnavirus, corénavirus. Donc ça s'appelait coralnavirus, corénavirus. Et je poste ça en disant, ben voilà, ceux qui veulent rejoindre, vous rejoignez, on va s'amuser pendant cette période un petit peu compliquée et difficile, et on va chanter, on va danser. Là-dessus, on est environ... donc c'est un groupe que je mets en public sur Facebook, donc ça veut dire que tout le monde peut adhérer. Et au bout d'un jour, donc je le poste le matin à 10h, à 5h, je pense qu'on devait être 600, un truc comme ça. Donc déjà, je dis, oulala, ça va être compliqué de gérer ça tout seul. Donc j'appelle ma camarade modératrice et amie, Axel Reps, que j'avais connue par VDM, qui était très très rigolote. Je la connaissais pas du tout autrement, hein, mais j'adorais ses interventions sur VDM. Donc je l'appelle, je lui dis, tiens, tu voudrais bien être modératrice de mon groupe, là, parce que ça commence à prendre de l'ampleur. Elle me dit, ouais, je sais pas ce que c'est, mais je te suis. Depuis, elle est restée fidèle et je la remercie infiniment. Et le soir, on devait être quasiment 1000, et là, j'appelle mon frère Tri, donc pour lui dire, écoute, on est 1000, là, le groupe commence à prendre de l'ampleur, je vais avoir besoin d'un co-administrateur, est-ce que tu veux bien l'être? Il avait eu des petits soucis avec des groupes Facebook, donc il était un peu réticent au départ, mais il me dit oui, je pense par amour fraternel, et donc il m'a suivi sur l'aventure. Au bout de 2 jours, on était 2000, au bout de 3 jours, on était quasiment 2500, quelque chose comme ça, et j'ai un message d'un confrère, Eric Trenel, que je remercie encore, qui me dit, fais attention, ton groupe est en public, il faudrait le passer en privé parce que là, les images peuvent sortir. Donc il y a pas mal de gens qui avaient publié pendant les 2 jours, des chansons détournées un peu dans tous les sens. Et Eric me dit, attention, si les images sortent, on va dire que les vétos s'amusent pendant que les gens sont en train de mourir à l'hôpital. Ce qui était possiblement interprétable via nos vidéos. Donc j'ai passé le groupe en privé, mais ça explique que j'ai environ 400-500 personnes qui ne sont pas Veto ASV qui sont sur le groupe. Ça choque de temps en temps, mais moi ces gens-là n'ont jamais posé de problème, je vois pas pourquoi je les virerais. Ils sont rentrés au tout début. Et après on est passé effectivement que avec des questionnaires pour ne viser que le monde vétérinaire d'ailleurs en général. Il y a marqué Veto ASV, mais j'aime beaucoup aussi avoir des gens des labos, des délégués labos, en fait toute la palette si possible du monde vétérinaire au sens large, parce que je pense qu'on a des choses à partager ensemble et on a justement une sensibilité commune. Donc voilà, sachant que je pensais vraiment que les chansons détournées toucheraient effectivement quelques personnes. Je pensais qu'on serait 300 sur le groupe. Finalement, voilà, on a été 3000 assez vite. Puis 4000, 5000, 6000, etc. Jusqu'à maintenant être à environ je pense qu'on passe là juste devant VDM, on a 8700 l'un et l'autre. VDM ayant fermé un petit peu plus ses accès, nous c'est plus ouvert. Donc là on passe en groupe privé, sans doute le groupe privé le plus gros, et avec entre 20 et 30 publications par jour, ce qui est pas facile ni à modérer ni à suivre. Mais en tout cas le plus actif c'est certain. Donc le corénavirus est devenu, soyons plus que Veto ASV, parce que pour moi c'est la définition même de notre communauté, c'est-à-dire de dire que on va pas se retrouver en partageant des aspects techniques. Il y a plein de groupes pour ça, et c'est pas c'est pas en mettant une technique de TPLO qu'on va créer un sentiment communautaire, me semble-t-il. Mais c'est bien par contre en partageant nos passions et en se rendant compte que oui, il y a des passionnés du Solex, il y a des passionnés d'astronomie, il y a des passionnés de plein de choses, de peinture, de sculpture, de chansons, voilà. Donc c'est vraiment en partageant ces choses-là qui sont plus du domaine personnel que professionnel, mais qui finalement nous rassemblent, et on se rend compte que, encore une fois, ce que je te disais là, la sensibilité même artistique est proche. Ce qui me fait dire justement que, oui, je pense qu'il y a beaucoup d'hypersensibles, de neuroatypiques, sans doute de HP, HPI dans notre profession, parce que sur le groupe, j'en croise tous les jours. Et à chaque fois que j'ai des petits messages, que je rappelle des gens que je connais, ni David ni d'Adam, mais juste par le groupe, je tombe tout de suite dans une communauté d'esprit avec des gens avec lesquels je partage plein de choses, et le même langage et le même mode de pensée. Voilà ce que j'explique par le fait pour moi qu'on va vers ce métier-là, le métier Veto, ASV, par l'aspect soin, c'est-à-dire qu'on a envie de prendre soin et de faire du bien autour de nous, et l'aspect animal. Donc en fait il y a deux aspects. Je pense qu'on est plus nombreux que chez les médecins, parce que chez les médecins il y a l'aspect soin, mais il y a l'aspect humain et relations humaines
qu'on sait être très complexes. Et nous, je pense que consciemment ou inconsciemment, ce qui nous a amené vers ces métiers-là, c'est le médiateur animal. Le fait que l'animal va servir effectivement de médiateur qui nous fait sauter l'humain et qui nous fait penser que ce sera plus facile que les relations humaines complexes avec l'animal. Donc je pense qu'il y a un biais de sélection, je pense qu'effectivement ça amène beaucoup de gens neuroatypiques vers notre profession, et je pense que le mal-être de la profession vient de là. C'est-à-dire que les neuroatypiques après se confrontent à la réalité du métier, justement des relations humaines, que ce soit avec les clients ou avec l'équipe. Il faut s'intégrer aussi à une équipe qui sont vraiment pas toujours faciles. Une hypersensibilité exacerbée avec le fait d'être quand même en contact avec la mort très souvent, et des cas complexes et difficiles où on peut aussi se tromper. Je pense qu'on s'est tous trompés dans nos métiers de libéraux dans nos métiers pas de libéraux, de véto potentiellement traitants, voire même d'ASV. Et ça a des conséquences parfois dramatiques et c'est vachement difficile pour nous de supporter de nous être trompés, et les conséquences surtout qui sont dures. Voilà. Donc je pense que le recrutement, mais il y a un biais de recrutement, et ce biais de recrutement avec des neuroatypiques à l'appel crée en fait beaucoup de souffrance par rapport à une réalité du métier qui est difficile. Ça me fait une bonne transition d'ailleurs, parce que très récemment, tu es intervenu sur France 2, sur justement ce mal-être de la profession, notamment sur le sujet des départs anticipés de vétérinaires. Et ils ont, évidemment, c'était assez tronqué, ils ont peu de temps pour transmettre un petit niveau d'information. Ils ont axé beaucoup sur le côté horaire de travail et agression de certains clients. Là, tu l'évoques déjà un peu, il y a plus de détails ou plus de raisons que ces deux choses-là. Est-ce que tu veux élaborer un peu plus encore là-dessus ? Absolument. D'autant plus que j'étais assez frustré. C'est vrai que déjà, c'est dans la jeunesse des choses. Moi, j'ai enregistré il y a plus de 2 mois l'interview, et moi, il m'avait dit que ce serait diffusé 15 jours, dans les 15 jours qui suivaient. Donc, autant dire que j'ai regardé le journal télé, ce que je fais jamais quasiment, de France 2 pendant 15 jours, et après, au bout de 15 jours, je l'ai laissé tomber. Donc là, quand il y a eu diffusion récente, j'étais tranquillement en train de faire un apéro sans alcool, ce qui a amusé pas mal les gens, puisque apéro et sans alcool, visiblement ça a du mal à passer en France, mais bon. Bref, apéro sans alcool, et mon portable a explosé là aussi, parce que je passais, mais c'est vrai que je savais pas que je passais à ce moment-là. Donc le journaliste, effectivement, c'est beaucoup centré sur l'agression. Je pense que c'était le point d'accroche, lui, qu'il voulait avoir. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'émotions dans ma voix, qui n'a pas été perçue par tous, mais mon débit n'était pas normal, et on se sentait quand même, parce que pour moi c'est un événement que j'ai un petit peu enfoui, mais c'était intéressant de me revoir. D'ailleurs, je l'ai pas revu beaucoup cette interview, parce qu'elle, justement, beaucoup d'émotions, et le fait de voir mon émotion m'émeut, en fait. C'est pas obligatoirement facile à regarder. Donc j'ai essayé justement après à froid d'expliquer les causes de cela, les causes potentiellement du mal-être. Alors je suis pas rentré dans les neuroatypies, parce que là évidemment je sortais complètement du sujet, mais c'est vrai que d'abord je voulais insister sur l'aspect équipe, parce que c'est vrai que nous sommes en général un métier où on fait partie d'une équipe. Là c'est vrai que je voulais vraiment insister sur le fait que l'agression avait commencé avec les infirmières, les ASV, puis qui ont été assez traumatisées. Après, elles ont passé le téléphone à une de mes collègues véto, qui avait déjà été agressée 1 an avant, avec un gars qui, en pleine période Covid, avait enlevé son masque et lui avait craché dessus. Elle avait été obligée d'aller porter plainte, et donc elle était aussi un petit peu traumatisée en me passant le téléphone. Et puis moi qui ai terminé, ou effectivement c'est moi qui ai terminé avec lui, à essayer d'expliquer des choses, et puis effectivement c'est moi qui ai reçu j'arrive, je vais tous vous buter, venant d'un inconnu, on ne sait pas d'où il part, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas, donc, d'où le fait qu'on se soit barricadé et sorti sous protection policière, parce qu'on ne savait pas du tout si c'était une réalité ou pas, et qui c'était en fait. Donc la notion d'équipe était importante, elle a été chantée, que j'étais pas le seul impacté, et que de toute façon c'est du travail d'équipe, que ça a été un traumatisme d'équipe, et que globalement les soins
parce que le message c'était ça aussi, on n'est pas là pour ça, on est là pour soigner vos animaux, mais l'équipe, et ça j'ai voulu insister, mais ça a été coupé. Le premier point c'était ça, le deuxième point c'était d'essayer d'expliquer, pour moi on a double difficulté dans le métier, c'est nous sommes un métier de soins, hein, donc on n'est pas défini comme, on n'est pas catégorisé comme des soignants, mais on fait un métier de soins, avec évidemment toute la difficulté qu'on connaît tous, qu'on a tous connu, des questionnements sur la thérapeutique, des choix à faire tous les jours sur est-ce que j'hospitalise, est-ce que j'hospitalise pas, est-ce que je fais ce traitement-là ou pas, est-ce que je me trompe pas dans ce que je suis en train de faire, voilà, et les conséquences ou parfois qui sont parfois terribles, soit de se tromper, soit pas de se tromper d'ailleurs, mais parfois on fait tout bien, ça ne se passe pas bien, donc c'est là où c'est compliqué. Plus on a le patient qui est l'animal qui va être sur lequel on a ces questionnements-là, est-ce que je fais bien ou pas. On a le client qui va recevoir lui, sur lequel on doit communiquer ce qu'on est en train de faire, et parfois la communication ne passe pas, donc justement qui va potentiellement nous tenir responsables si ça ne se passe pas bien, alors même qu'on a fait tout ce qu'il fallait, qu'on lui a expliqué tout ce qu'il fallait, et potentiellement se retourner contre nous si jamais il y a un problème. On a toujours cette menace aussi d'être attaqué par le client, hein, sachant qu'effectivement, visiblement en vétérinaire, on a plus peur de se tromper qu'autre chose, et en médecine, ils ont peur de se faire attaquer. Sauf que nous, on peut avoir les deux, on peut se tromper et se faire attaquer aussi. Donc, bref. Et en plus, on n'a pas la sécurité sociale. Donc, on est bien un métier de soins sans sécurité sociale. Donc, l'aspect sous revient très fréquemment, avec la notion aussi de comme je paye, vous devez avoir un résultat. Donc il y a une obligation de résultat qui nous est mise un peu sur le dos, parce que dès lors que la note monte un petit peu, ou pas d'ailleurs, parfois je suis un hyper agressif pour 49 €, hein, donc, bref. Dès lors que ça monte un petit peu, on a cette notion de oui, j'ai payé, donc je dois un résultat. Et en plus, avec la sécurité sociale, effectivement, nos clients n'ont aucune idée du coût des soins en médecine humaine. Donc, quand on va annoncer une hospitalisation à 100 € par jour, voilà, pour certaines personnes, ça va être oh là là, mais qu'est-ce que c'est cher. On se rend pas compte qu'en médecine humaine, sur des tarifs qui sont bien plus élevés. Donc, on est sur des gens qui ne connaissent pas les prix des soins, qui n'ont pas l'habitude de payer pour la santé, et effectivement, qui ont tendance à nous mettre une pression qu'on se met déjà nous-mêmes. Donc, c'est évidemment compliqué, difficile à gérer, et un métier franchement difficile. Donc je comprends que beaucoup d'entre nous lâchent, parce que oui, la pression est quotidienne. Et moi, après 25 ans de métier, je me pose toujours autant de questions, j'ai toujours autant peur de me tromper, et je redoute toujours autant l'erreur possible. Donc, pour moi, l'explication principale, c'est le métier de soins sans la sécurité sociale. C'est plus profil neuroatypique en face de ça. Donc, ça fait vraiment un cocktail détonnant. Donc, les chiffres, je les ai pas vérifiés. Il faudrait que je le vérifie auprès de l'ordre Veto, puisque j'ai la chance d'être conseiller régional également. Mais je voudrais vérifier ce chiffre-là. 40% ne m'étonne pas, hein. C'est les derniers chiffres que j'avais en tête, c'était 40% quitter la profession avant l'âge de 40 ans. Avant l'âge de 40 ans. Donc sur 100% qui quittent la profession, il y en a 60% qui sont à l'âge de la retraite et 40% qui sont en dessous de 40 ans. Et j'ai pas les chiffres exacts pour les moins de 30. Mais en tout cas, c'était les derniers chiffres que j'avais. Mais vu la difficulté du métier au quotidien, ça ne m'étonne pas. Après, je sais pas si les gens sont plus agressifs. D'abord, les gens, je déteste ça. Alors, les clients, en général, les généralités, je n'aime pas. Donc, c'est vrai que certains clients, que la fréquence des incivilités soit plus importante. J'ai cette impression-là empirique, puisque je m'occupe de ça aussi pour le Conseil régional de l'Ordre d'Île-de-France d'hommes, de ces incivilités. J'ai l'impression d'en avoir plus, ça, c'est certain. Après, c'est un petit peu empirique, donc j'ai pas des statistiques réelles. Mais et puis le chiffre donc du reportage, c'est moi qui l'ai donné empiriquement, et c'était effectivement, j'en reçois à peu près 2 par semaine, alors que j'ai commencé il y a 6 mois. C'est vrai qu'il y a 6 mois, j'en recevais beaucoup moins. Alors, est-ce que le biais, c'est que les gens sont au courant du fait qu'il existe donc ces incivilités, j'ai le terme tribunal, mais c'est pas ça du tout. Cet observatoire des incivilités qui effectivement existe au niveau ordinal sur toute la France, évidemment. Et pour les personnes qui m'écoutent, ne pas hésiter évidemment à déclarer ces incivilités. Mais il est possible qu'on ait fait une
long boulot communication pour dire que ça existe, donc les gens déclarent plus, où est-ce qu'il y en a plus? Voilà, c'est toujours en fait l'aspect biais possible des études et des statistiques, quoi. Est-ce qu'il y a aussi peut-être une idéalisation du métier de la part du propriétaire? J'ai souvent des échanges parce que quand j'explique ce que je fais au niveau podcast, Instagram, etc. à des gens qui sont pas du métier, et quand je leur dis qu'on est dans le top 10 des professions à suicide, ils tombent des nues. Ils idéalisent, je pense, franchement, déjà ce qu'on gagne, mais aussi que c'est un métier un peu bisounours où on fait ce qu'on aime au quotidien parce qu'on est aux côtés des animaux. Bien sûr. Non, c'est certain qu'il y a une idéalisation de l'autre côté, et c'est d'autant plus. Alors ça ramène un peu à la culpabilité qui est ma grande amie. Ça me rappelle, j'aurais écouté Simon & Garfunkel, effectivement. Hello darkness my old friend. C'est vrai que je me reconnais aussi là-dedans. C'est un peu de dire, on a comme ça des choses qui nous accompagnent tout le temps, mais la culpabilité c'est un petit peu tout le temps. Donc la culpabilité va être justement de se sentir potentiellement pas bien alors qu'on fait un métier dit de rêve. Or, encore une fois, la réalité nous ramène au fait que c'est un métier très difficile. Donc là aussi, il y a une légitimité à dire, c'est pour moi logique, qu'on puisse ne pas se sentir bien étant donné la pression que encore une fois, déjà on se met nous-mêmes. La pression client, encore une fois, elle est presque secondaire par rapport à ce qu'on se met nous-mêmes. La pression client va être, je dirais, la double lame qui peut nous achever, Ouais. Mais d'emblée, en fait, de nous-mêmes, je pense que tous, on est là à se dire, zut, il faut que je fasse bien. Et si on fait une erreur ou si on n'a pas fait ce qu'on pense qu'il fallait, il va y avoir une culpabilité énorme. Cette culpabilité va être, et qui peut être renforcée, ou il peut y avoir, je pense, explosion si en plus le propriétaire appuie sur cette culpabilité qui est déjà énorme. Moi, je sais que dans mon mode de fonctionnement, c'est ça, c'est que je me rends compte de plein de choses, je me rends compte de plein de mes défauts, je me rends compte des conneries que je fais, etc. Je m'auto-flagelle suffisamment pour que, c'est vrai que si on en rajoute, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. C'est là où je peux moi vraiment me sentir très mal, parce que déjà j'ai des comptes à régler avec moi-même déjà. Toujours ça. Toujours avec soi-même, de dire, est-ce que j'ai été à la hauteur, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait, est-ce que j'ai été bon dans ce que j'ai fait. La réponse étant finalement rarement oui. Et en plus, la reconnaissance, je pense que là aussi dans nos profils, on a des besoins de reconnaissance importants. Et franchement, même le meilleur veto du monde, je pense que le nombre de clients qui à la fin d'une consulte ou à la fin d'une hospitalisation vraiment vont le remercier de manière chaleureuse, etc. C'est pas beaucoup. Il peut y en avoir un petit peu, mais je pense que si on a, je connais pas un seul veto qui une fois par jour va recevoir des cadeaux de ses clients. Alors cadeau, même, je dirais, moi je pense pas tous les jours avoir quelque chose où j'ai l'impression d'être réellement reconnu. Je pense plus on est à l'aise ces derniers temps. Encore une fois, j'ai retrouvé mon allant bien dans les baskets, etc. On sent que les gens sont super contents en sortant de consultation, mais ils ne vont pas dire, docteur, je suis super content, vous avez super bien bossé, quoi. On le ressent, c'est un ressenti. Mais voilà, donc je dirais, la reconnaissance, en fait, on l'a assez peu au jour le jour. Donc moi, c'est vrai que je suis allé chercher la reconnaissance un petit peu ailleurs, sur toutes les autres facettes du métier, que ce soit en faisant de la chanson détournée humoristique, ou en ayant des engagements via l'ordre, via un petit peu Vétérinaire pour tous, sachant que je n'ai fait qu'une vacation, donc je ne veux surtout pas me faire le porte-parole de Vétérinaire pour tous, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, en allant voir un petit peu le SNVEL, mais là aussi je manque de temps. Enfin, il y a plein d'endroits aussi où essayer d'être utile et potentiellement avoir un petit peu de reconnaissance. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai infiniment plus de likes sur Facebook en mettant un jeu de mots pourri ou une chanson détournée que dans ma clinique quand je vais faire mes consultations. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est ce qui me manque aussi beaucoup au jour le jour. Donc d'où notre rôle aussi potentiel de nous dans nos équipes, de savoir aussi dire aux gens soit dire aux gens qu'ils ont bien fait quand ils font bien, parce que encore une fois, on est comme dans un système souvent où quand les choses sont bien faites, c'est normal, et quand les choses sont pas bien faites, c'est pas normal. Non, il faut sortir de là. Quand les choses sont bien faites, il faut le dire. C'est bien fait, bravo, ça a été super ce que tu as fait. Et éventuellement, par contre, si c'est mal fait aussi un truc, de dire,
écoute, je comprends. Ce qui est pas mal avec moi, c'est que je pense que j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables de notre métier, donc ça permet d'être rassurant par rapport aux autres, de dire je comprends, j'ai déjà fait ça. Après, essayons de pas refaire et d'apprendre ensemble et de continuer à avancer, quoi. Donc, vraiment cet aspect de bienveillance aussi dans l'accompagnement de nos équipes et de management par la bienveillance et pas par le bâton, quoi. Parce que le bâton, encore une fois, qui est-ce qui le manie le mieux au jour le jour? C'est nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Donc, pas besoin de coups de bâton de l'extérieur. Enfin, moi, de mon côté, en tout cas, c'est certain. Quand on me donne des coups de bâton à l'extérieur, c'est vraiment le coup de bâton en trop, parce que moi, je m'en suis déjà mis 1000, donc c'est pas la peine de m'en rajouter un. Est-ce que la clé numéro 1, du coup, c'est pour soulager son quotidien, c'est améliorer son rapport à soi, finalement, avant toute chose? Complètement. Mais alors, qu'est-ce que c'est dur? Oui, c'est ce que j'allais dire. Qu'est-ce que c'est difficile? Je te dis, je suis le chantre, moi, et encore une fois, depuis vraiment 5-6 ans ou 7 ans que je me mets dans ces aspects de compréhension de moi-même, compréhension des autres, voilà, d'essayer d'aller vers le mieux-être et le bien-être personnel et général. Je suis le chantre du accepte-toi toi-même. Comment se fait-il que, la question de base, c'est comment se fait-il que la première personne venue, tu aies infiniment plus d'empathie, de compréhension qu'avec toi-même? C'est pas juste, en fait. Donc je suis vraiment, moi, dans le chantre de cela, et pourtant, je te dis, voilà, il y a encore 2 semaines, c'était je suis nul, je suis une merde. Et avec en plus cette difficulté, pour moi là, encore une fois paradoxale, d'avoir une image publique qui, je pense, est positive, et qui finalement, effectivement, me renvoie l'image un petit peu voilà, c'est héros à l'extérieur et zéro à l'intérieur de moi, quoi. Donc c'est d'autant plus difficile de se dire, de sentir un imposteur, de dire, ouais, en fait, je trompe les gens, parce que je suis pas aussi qualitatif que ce qu'ils le pensent. Mais tous les jours, je pense que les difficultés dans notre métier et tous les gens qui en souffrent, c'est ça. C'est oui, le syndrome de l'imposteur, c'est oui, j'ai fait une erreur, je ne me le pardonne pas, alors que je l'aurais pardonné à mon collègue, hein. Je l'aurais pardonné 10 fois à mon collègue, mais moi je ne me le pardonne pas. Et toujours cette notion, effectivement, d'être si dur avec soi-même. Mais ouais, de dire être bienveillant, être empathique, être ouvert à ses émotions, s'accepter tel que l'on est, c'est évidemment le chemin. Mais voilà, on dit ça en une phrase, et je pense qu'il faut une vie pour aller sur ce chemin-là. Et encore une fois, une vie, pour moi, je n'aurais pas de toute ma vie, je n'arriverai jamais à aller vers une totale acceptation. Je pense qu'il va y avoir du mieux, il va y avoir du bien, et tant mieux, c'est ce à quoi j'aspire. Mais tout au fond de moi, et ça me fait aussi progresser, hein. J'ai pas envie de me dire à un moment, c'est bon, je suis arrivé, je suis au top, je m'accepte totalement, et je suis trop cool comme gars, et c'est topissime. Parce que c'est vrai que l'intérêt de la remise en question, c'est aussi de continuer à essayer d'avancer, c'est aussi de pas s'arrêter là où on est, et c'est d'essayer de pas rester sur ses acquis, quoi. Donc je pense que c'est un intérêt. Maintenant, il faut pas que ce soit délétère, il faut pas que ce soit mortifère. Et effectivement, la bonne question, c'est ça. C'est vraiment pourquoi être aussi dur avec soi-même alors qu'on l'est beaucoup moins avec les autres. Mais oui, le chemin est là. Maintenant, les clés sont en chacun d'entre nous, mais en avoir conscience déjà, c'est important. Je pense que chacun, et là tous les auditeurs, auditrices, voilà, comment est-ce que vous vous comportez avec vous-même? Est-ce que finalement, parce qu'on parle de personnes toxiques qui nous font des reproches, mais moi je sais que les personnes les plus toxiques, c'est difficile, vont me faire 1-2 reproches par jour. Combien je m'en fais moi par jour, des reproches? Combien? Ah ouais, je pense qu'à un moment où j'étais moyen, c'était 100, 1000 fois par jour à se dire, mais t'es mauvais, quoi. T'es mauvais, quoi. Donc, c'est nul ce que tu fais, tu vas pas assez vite, et 1000, je pense que je suis gentil, hein. Donc, à un moment, se rendre compte de ça, déjà, c'est fondateur, quoi, de dire, pour moi, je suis aussi un grand adepte. Je sais que c'est culpabilisant, sans doute, pour les gens qui sont en dépression, et je m'en excuse, sans doute, mais les réponses sont vachement en nous, quoi. L'extérieur est un facteur favorisant, est un facteur, évidemment, si on est dans un contexte hyper difficile, avec des toxiques partout, etc., etc. Mais n'empêche qu'il y a beaucoup de réponses qui viennent de nous, et beaucoup de choses
qui vont justement partir du fait que qu'on va être à l'origine d'un mouvement, et ce mouvement-là, il est simple en théorie, l'acceptation, l'empathie vis-à-vis de soi-même est très difficile en pratique, mais finalement pour moi l'extérieur n'est qu'un ce serait une mauvaise chose de se dire si je change d'extérieur je vais être heureux, quoi, parce que voilà, sur moi les changements fondamentaux c'est de l'intérieur, c'est le fonctionnement interne, et ce fonctionnement interne qui va vers cette bienveillance, cette acceptation, cet amour de soi, qui est important, amour conditionnel, hein, c'est pas encore une fois inconditionnel, de dire on fait pas n'importe quoi, on devient pas hyper prétentieux et on va pas écraser tout le monde, mais par contre se dire qu'on a des qualités, que ces qualités elles sont chouettes, quoi. Se dire qu'on est quelqu'un de chouette, c'est quelque chose de très très apaisant. Tu penses qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire au sein de la profession pour adresser cette problématique? Le première étape, c'est de reconnaître les gens dans leur légitimité. Je pense de reconnaître la souffrance, de dire tu es légitime à souffrir, et tu es et d'essayer de leur donner des clés, des pistes, justement, les neuroatypies en étant une. Si on peut effectivement, moi je m'intéresse particulièrement à ce domaine-là et maintenant je le comprends d'autant mieux, mais c'est vrai que on communique pas en fait là-dessus. Enfin, je pense que je suis un des premiers, Judith aussi, encore une fois Judith Rousseau, elle communique beaucoup là-dessus également, mais il faut vraiment, je pense, et voir au niveau ordinal, je pense qu'il faut juste dire aux gens, vous avez le droit d'être là, vous avez le droit d'exercer ce métier avec, encore une fois, je parle pour les neuroatypiques, mais avec ces neuroatypies, et justement de dire, pour moi, le truc principal, c'est ça. Ce serait de faire savoir que on est surreprésenté, qu'on a le droit d'être là, qu'on est légitime effectivement à faire ce métier, et qu'on a quelques spécificités. La spécificité numéro 1, se prendre la tête. Donc en fait, être à l'écoute de cela, et encore une fois, essayer d'être en miroir le plus possible. Moi, tous les gens, si effectivement voudront me contacter après, si ce que je dis les touche, encore une fois, une journée réussie pour moi sera une journée où j'ai pu aider quelqu'un. Donc je pense qu'avec une chaîne comme ça de solidarité, où on est tous les uns les autres à se dire, tiens, je te comprends, tu es légitime dans ce que tu ressens, et je peux essayer de te donner quelques clés pour potentiellement essayer d'en sortir. Je pense que c'est en tout cas moi à mon niveau en termes de solution, c'est la seule chose que je vois. Communiquer là-dessus, de dire on est surreprésenté. Si tu te retrouves dedans, n'hésite pas à soit en parler autour de toi, soit m'en parler d'ailleurs moi personnellement, ou j'ai plein d'autres gens à qui tu peux en parler. Et je pense que le soulagement surtout que j'ai pu ressentir, et que je pense ressentent énormément de monde, c'est quand on dit voilà, je te comprends, t'es pas tout seul, et j'ai vécu la même chose. Ça, c'est quelque chose qui est libérateur. Bon, donc moi, le message, ce serait d'arriver à dire, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu plein de choses maintenant à mon âge qui avance, mais de dire en tout cas sur les prises de tête, sur plein de choses, je te comprends, tu as le droit d'être là, et soit j'ai vécu ça, soit je connais des gens qui ont vécu ça avec qui tu peux éventuellement échanger. Donc je pense que la parole, l'ouverture de la parole, l'ouverture de l'écoute, l'ouverture de plein de choses, Veto Entraide le fait très bien, hein. Mais maintenant le faire peut-être en préventif plutôt qu'en crise, dire voilà, faisons le constat qu'il y a plein de neuroatypiques chez les vétos, ça s'explique assez facilement, parce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, soins plus animaux égale les neuroatypiques s'engouffrent là-dedans, sauf que effectivement la réalité du métier et les difficultés se confrontent à cette sensibilité-là, et donc ça fait un cocktail détonnant. Donc voilà, constatons et prévenons en parlant en amont. Pourquoi pas dans les écoles aussi, pourquoi pas faire des choses sur les neuroatypies. J'ai envie effectivement de m'engager là-dessus, d'autant plus que je pense maintenant pouvoir me sentir légitime, puisque j'avais toujours sinon cette notion de est-ce que je suis pas l'imposteur qui parle de trucs qu'il ne connaît pas réellement, puisqu'il ne l'est pas.
Oui, et peut-être ajoute à cela avoir des clés de fonctionnement, parce que l'idée c'est pas de l'identification, c'est élémentaire, mais l'idée ce n'est pas non plus de se mettre dans un groupe à part et juste être là finalement à se soutenir. C'est aussi se dire on fonctionne comme ça, un peu différemment. Comment on fait pour se sentir mieux. Absolument. Absolument. Et là, oui, il va y avoir besoin, je pense, d'une structuration. Je vois aussi, je vois sur tes activités. Je crois que Joad Chikli fait pas mal de choses aussi là-dessus. Enfin, de gens qui justement se sont formés en coaching et qui peuvent aussi servir de repères et de donner des clés. Même si beaucoup de gens fonctionnent comme moi, on a du mal en fait comme on a du mal à rentrer dans un moule et à rentrer dans quelque chose, on a du mal à penser que ça parle de soi. Donc c'est vrai que toutes ces notions-là, pour l'instant, j'ai un petit peu de mal. J'ai l'impression que je dois tracer mon chemin un petit peu tout seul, et je le fais vraiment plutôt par échange et contact avec d'autres personnes qui comprennent ce que je dis et qui me donnent leur chemin, et ça me donne envie soit de suivre ce chemin, soit d'en prendre un petit peu à côté. Mais effectivement, il est vraiment possible qu'il y ait des coachs avec des chemins un petit peu tout tracés qui puissent aider beaucoup de gens. Mais je pense qu'il faut faire attention avec les neuroatypiques et les HP. En tout cas, ceux que je côtoie ont quand même tendance à avoir à fonctionner un petit peu comme moi, c'est-à-dire de dire il faut quasiment un truc sur mesure à chaque fois. Donc s'adapter au sur mesure, c'est pour ça que l'écoute est vraiment importante, et le fait d'essayer à la fois de dire tu me renvoies un miroir, oui, et en même temps je suis un petit peu différent, donc voilà la voie que j'ai prise moi. Enfin bon, voilà. Pour moi, c'est un peu de l'essai de l'erreur, mais comme si jamais effectivement on peut mettre en place des choses avec des grandes lignes, comme j'avais aussi écouté ton podcast sur le syndrome d'imposteur, que j'ai trouvé très intéressant. Donc il y a plein de choses qui sont potentiellement à faire. Mais pour moi, l'étape numéro 1, tu disais le basique, de dire vous êtes là, vous existez au sein de la profession, vous avez le droit d'être là, vous avez le droit d'être en souffrance. Pour moi, ça n'a pas été posé. En fait, le premier jalon n'a pas été posé. Puisque les neuroatypies, encore une fois, pour l'instant, c'est une espèce de cloud, c'est une espèce de truc dans lequel on ne sait pas trop quoi mettre, et qui sont voilà. Et je pense qu'il y a encore des gens qui se disent que ça n'existe pas, tu vois. Oui, à la limite de la stigmatisation aussi, parce que c'est associé à la douance. On vit dans une culture qui n'accepte ni l'échec ni la réussite, donc les gens qui sont classifiés comme étant hors normes sont écartés. On vit dans une société qui fait que de moyennes, et donc qui dit moyenne dit que toutes les personnes qui sont satellites n'entrent pas dans cette moyenne, ou y entrent mais sans y entrer, parce qu'elles collaborent à la faire un peu plus grande. Donc c'est compliqué, ouais. Ouais, donc selon moi, il y a ce premier stade, et après deuxième stade peut-être d'élaboration de grands plans de prévention, de conseils, de choses auxquels tu participes, auxquels d'ailleurs je vois Nicolas Desvar, mais le chantier est vachement grand et j'ai vraiment pas toutes les solutions, et c'est vrai que celle que je vois, c'est en tout cas de communiquer sur ce dont on est en train de discuter, et de dire à tout le monde que si jamais encore une fois dans ce que je décris dans les affres un petit peu, alors pas dans des affres pas affreux d'ailleurs, mais dans des questionnements, si ça peut encore une fois aider certaines personnes à se dire voilà, je suis pas tout seul. Et après, par contre, malheureusement, j'ai pas toutes les solutions pour l'instant, mais je vais en chercher en tout cas, ça c'est sûr. En tout cas, les problématiques sont posées, et j'ai réussi à définir un cadre de recherche de bien-être. Ça, c'est vachement important. Parce que quand tu es vraiment à te dire je me sens pas bien mais je sais pas du tout pourquoi, je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Je me sens pas bien mais j'arrive à définir pourquoi, et j'arrive à essayer de trouver un cadre voilà, où je peux essayer de me sentir mieux, voire très bien. Parce que c'est le but quand même. Pour tous, le bonheur pour tous, c'est ce que j'espère pour la communauté veto, pour le monde en général, qu'il n'y ait plus de guerre, et me présenter à Miss France l'année prochaine. Une aspiration profonde. C'est ça, tout à fait. Bon, on n'aura jamais fait le tour, je pense, mais c'est peut-être le moment de clôturer. J'ai adoré échanger avec toi, Doan. Je pense qu'on a
finalement, je pense, on l'a dit au début avant de commencer l'enregistrement, everything happens for a reason. La raison pour laquelle le premier enregistrement n'a pas fonctionné, finalement, nous a emmené à un enregistrement encore meilleur. Donc, merci à toi. Ouais, je t'en prie, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter avant de clôturer ? Écoute, tu sais, c'est un peu devenu ma spécialité en chanson, d'essayer de résumer en chanson ce qu'on a fait, ce que j'ai fait. Alors maintenant, c'est quand je fais des séjours d'ailleurs ou quand je fais des stages, ce genre de choses, je fais toujours une petite chanson à la fin. Donc, on va essayer de la faire. Je l'avais fait sur le premier enregistrement. Je l'avais fait en anglais. Donc là, j'ai décidé d'utiliser, de faire comme le font les franglaises, c'est-à-dire que je vais la chanter en français traduit mot à mot, mais avec la musique. Donc ça ne va pas correspondre potentiellement à la musique, mais je trouve ça d'autant plus rigolo et d'autant plus un petit peu décalé, puisque c'est vrai que je dirais, pour me définir, il y a aussi cette notion de léger décalage par rapport à la réalité. Et donc je vais essayer d'interpréter My Way, autrement dit à ma façon, à la Sinatra, mais en français. Donc évidemment, je vais pas faire comme d'habitude parce que c'est pas ce que je veux dire. C'est justement le message n'est pas comme d'habitude. Au contraire, c'est à ma façon. Donc allez, on se lance dans la petite chanson. Je bois un tout petit coup. Vas-y. Et on y va. Et c'est parti. Alors, faut juste que je me remette là, un truc. Parce qu'en plus, comme ça commence comme avec et maintenant, il faut pas que je parte sur du Gilbert Bécaud. And now, et maintenant, que la fin est proche et que je fais face à l'ultime rideau. Mon ami, je le dirai tout haut, je défendrai mon cas dont je suis certain. J'ai vécu une vie remplie, j'ai parcouru toutes les routes, et plus encore, bien plus encore que ça, je l'ai fait à ma façon. Et voilà. Merci Sophie. Bravo, merci beaucoup Dohan. Et merci à tous nos auditeurs. Merci à toutes et à tous. Et je dis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir, très bonne journée. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.